What is a drag queen? A drag queen is someone who expresses themselves. Salut, c'est Arthur. Merci d'être là, prêt à écouter Flamboyante. Cette semaine, c'est un épisode fort que vous allez entendre, un épisode peut-être un peu moins feel-good que le précédent. C'est un enregistrement où je suis un peu en retrait puisqu'il est, à mon sens, nécessaire d'entendre et de laisser la parole aux concernés. C'est aussi de cela dont on parle finalement aussi dans l'épisode. Du coup, je te souhaite une belle écoute. N'hésite pas à le partager à balle pour que ce genre de voix et de propos que vous pouvez retrouver dans Flamboyante puisse être entendu un peu plus loin, un peu plus haut et un peu plus fort. Je trouve que quand t'es drag queen, souvent tu dois être belle et sensuelle et fine et douce. Et quand t'es drag monster, bah t'as plus de liberté. Alors je m'appelle Chigo Ladurée et je suis drag queen. Ça fait 5 ans que je fais ça. Tu passes le bac en même temps ? Je passe le bac cette année, ouais. Ok, c'est pas trop chaud de mêler les deux ? Si, mais on se débrouille. En fait, je suis dans un lycée d'art appliqué. Du coup, on est tous artistes et tout le monde est très ouvert d'esprit. Il n'y a pas une seule personne homophobe dans mon établissement. Du coup, par exemple, pour Mardi Gras, je vais en drag et les gens ils kiffent. Ouais, enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ce lycée. Après le collège, c'était pas du tout pareil. Mais c'était plus compliqué ? Ouais, bah il y avait beaucoup de gens très homophobes. Enfin, c'était très très dur le collège pour moi. Mais ouais, le lycée, les gens sont chill et très ouverts d'esprit. Et le drag, tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis 5 ans, du coup, j'ai commencé à 12 ans. Ouais, donc t'étais au collège quand t'as commencé le drag ? Ouais. Ok, mais donc du coup là, t'en parlais pas ? Non, j'en ai pas parlé. J'ai publié ma première photo de drag sur Instagram le dernier jour de collège. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant, en mode libération. Ouais, et je me rappelle, j'avais fait un slide avec plusieurs looks, et le dernier, je faisais un doigt d'honneur, parce que 3/4 de mes abonnés, c'était des gens de mon collège. Du coup, j'étais en mode... C'était un peu un statement, quoi. Je vais plus jamais vous voir, donc je vous emmerde. Je suis moi-même. Et depuis, c'est là que j'ai commencé à poster des looks, et les gens, ils ont bien aimé, et après, je suis devenu influenceur. Donc voilà. Ça montre bien que le drag, pour toi, c'est aussi, ça a été hyper libérateur, et ça fait partie de ton identité, puisque c'est ce que tu me dis, quand t'as quitté le collège, t'as dit, voilà qui je suis, et maintenant je m'en fous. Bah en fait, le drag m'a vraiment sauvé la vie. Genre j'avais aucun ami, j'avais personne à qui parler, et du coup j'ai créé un personnage dont je savais qu'il allait jamais me quitter en fait, parce que c'était des choses en moi. En fait, mon drag c'est une illustration de toute ma souffrance en fait. J'ai vu que tu t'as appelé aussi Drag Monster. Je trouve que quand t'es drag queen, souvent tu dois être belle et sensuelle et fine et douce. Et quand t'es drag monster, t'as plus de liberté. Je dirais que mon côté drag monster, c'est plutôt le côté des vilains. Souvent, mon côté crade, je l'exprime selon mon émotion. Des fois, j'aime bien j'aime bien trouver... c'est un peu... Bref, je vais le dire. J'aime bien essayer de faire un look qui me torture physiquement. Ok. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui peut montrer que je suis en train de souffrir là tout de suite et qui fait bien visuellement ? Et du coup, par exemple, j'ai fait des looks où je prends du cellophane et je me mets du cellophane littéralement partout dans le visage et je fais des mini trous pour mon nez. Et j'arrive à peine à respirer et je transpire en dessous et c'est crade et c'est dégueulasse et je suis hyper claustrophobe. Mais j'aime bien parce que, ça me pousse à mes limites, en fait. C'est aussi une douleur que tu vas vivre. Bien sûr. Ouais. Ouais, parce que, pour moi, c'est pas qu'un rendu, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, quand t'es drag queen ou drag monster, déjà, tu dois être un peu sadomaso. Parce que de toute façon, on souffre toutes. Avec les wigs, les talons, tout. Ça fait partie du truc. Et du coup, des fois, mon drag peut m'ennuyer. Et du coup, j'aime bien tester des nouveaux trucs qui me poussent à mes limites et quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que le drag, pour toi, c'est ça, c'est l'idée d'innover et de... pour tester des choses. Ouais, pour moi, faut énormément tester. Après, toutes les queens, on a un look signature, évidemment. Mais après, par exemple, si je devais faire mon look signature tout le temps, à un moment, ça m'ennuierait, tu vois.
Une des choses qui me plaisent le plus dans le drag, c'est la transformation. Pas forcément de homme à être bizarre, mais j'aime bien ne pas me reconnaître, en fait, chaque fois que je me maquille. Pour moi, la définition du drag, c'est quelqu'un qui a une obsession avec la féminité ou le côté androgyne et qui veut... la définition que moi j'ai, c'est en mode... t'as une idéologie de ce qu'est la femme parfaite pour toi. Peut-être que la femme parfaite pour toi a 3 seins, à la peau bleue et des cheveux jaunes qui font genre 2 mètres de longueur. Et tu décides d'illustrer cette idée que t'as en tête sur toi. Donc pour moi, tu dois pas ressembler à une femme quand t'es drag queen. Pour moi, tu dois ressembler à l'idée de la femme parfaite que t'as en tête toi-même. Et qui peut être finalement du coup une femme qui ne respecte pas du tout Exactement. les codes qu'on impose. Ok, je trouve ça génial parce que du coup ça remet vraiment en question l'individu et ce que ça veut dire en fait. Ça pousse le drag beaucoup plus loin qu'une idée hyper binaire de homme qui veut ressembler à une femme ou qui prend des codes féminins classiques. J'ai expérimenté beaucoup. Ouais. Des fois j'étais belle, des fois j'étais moche, des fois j'étais bizarre. J'ai tout essayé, genre tout. Pour trouver ce qui me plaît. Parce qu'en fait je savais pas ce que c'était le drag avant. Et je savais pas qu'il y avait une certaine pression d'être belle, d'être féminine. Et c'est ça aussi le problème avec les drag queens qui commencent le drag aujourd'hui. Que d'ailleurs, j'appelle pas drag queen, je les appelle artistes visuels. C'est-à-dire que ils vont pas forcément... Enfin pour moi, quand t'es drag queen, tu dois divertir déjà. Tu peux pas juste être belle. Tu dois savoir chanter, ou danser, ou jouer, ou me faire rire. Tu peux pas juste être belle. Après, tu peux faire que des looks sur Instagram. Moi, je peux entretenir mon public que par mes looks parce qu'ils sont très différents chacun. Du coup, c'est rafraîchissant chaque fois que je vois un look. Mais par exemple, si c'est juste une drag queen qui est belle, à un moment, t'es juste un maquilleur professionnel qui se met une perruque et qui aime être belle, en fait. Et pour moi, pour être drag queen, faut divertir un public. Ouais, il faut incarner un truc, en fait. Ouais. Et du coup, avant, il y avait pas Instagram, il y avait pas tout ça. Du coup, moi, mais j'avais que l'art. Je faisais des cours d'art plastique, tout ça. Et par exemple, mon premier maquillage, j'avais pas de poudre pour le maquillage. J'écrasais de la craie. Et c'était ma poudre matifiante. Je me maquillais avec de l'aquarelle, de l'acrylique. Je prenais de la cire de cheveux et je prenais de la craie écrasée avec une couleur pour me faire des crèmes colorées. Genre, jamais j'ai eu, quand j'ai commencé le drag, une pression. T'as le droit d'être monstrueux, t'as le droit d'être différent. Depuis tout petit, genre... ma première obsession depuis que je suis née, c'était les sorcières et tous les monstres des films. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient créé des poupées qui étaient les filles des monstres légendaires, j'ai eu une obsession immense. Je sais même pas combien d'argent j'ai dépensé en poupées. Je pourrais même pas te dire. Mais ouais, j'ai jamais voulu ressembler à quelque chose que la société m'a dit de ressembler, en fait. Jamais. Après, il y a une période où, par exemple, j'avais mon ex-meilleur ami, je le connaissais depuis que j'avais 2 ans. On a été meilleurs amis jusqu'à mes 11 ans. Une drag queen satanique, bizarre, qui est meilleure amie avec un quelqu'un de droite, homophobe. Ça va pas. Ça marchait ensemble. pas, quoi. Et du coup, à un moment, je me modifiais pour plaire à ce style de personne. Et après, je me suis rendu compte que ma vie, ça m'appartient qu'à moi, en fait, et moi, je veux être heureux, donc j'en fais ce que je veux. Quand j'ai arrêté d'être son ami à 11 ans, c'était la première fois où je me suis rendu compte que j'avais de la valeur et qu'il fallait que je trouve des gens qui allaient vraiment m'apprécier. Enfin, mon collège était vraiment en mode survie, c'est-à-dire que je devenais meilleure amie avec les plus belles filles, parce que je sais que tous les garçons qui allaient me faire chier parce que j'étais gay, ils étaient amoureux d'elles. Et je comprends pas totalement, j'ai vécu ça aussi, donc voilà. C'est hyper intéressant. Beaucoup de gens ont vécu ça, d'ailleurs. Ouais, vraiment, c'est un schéma hyper qui se répète beaucoup. Et du coup, j'étais vue comme un accessoire, comme le petit chien, et elle me disait en mode... Misha, viens chez Zara. Et je suis en mode, pourquoi? Elle dit, parce que t'es gay, tu t'y connais en mode. J'étais dans une école publique à Saint-Germain-des-Prés. Du coup, pratiquement tous les enfants étaient blancs et riches. Et du coup, j'étais un des seuls métis, enfin, noir métis.
Du coup, j'étais pas que l'ami gay, j'étais aussi l'ami noir. Ouais. Enfin, on m'a vraiment toujours mis dans des boîtes. Quand tu me dis, moi, en fait, à 11 ans, je me dis, bon, bah, j'ai de la valeur, il faut pas que je reste meilleur ami avec ce mec parce qu'il est homophobe et parce qu'en fait, il veut que je change pour lui. En fait, je trouve ça dingue parce que, genre, bon, bah, moi, tu vois, j'ai mes privilèges, je suis, genre, certes gay, mais je suis blanc, voilà. Mhm. Et en fait, C'est genre. ouais, totalement. Et c'est des trucs que, genre, enfin, me rendre compte de qui je suis et tout, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que j'étais peut-être moins dans l'urgence, tu vois, Ouais. parce que je combattais moins la vie, quoi. Ouais, Et c'est les ça. gens qui m'entouraient, tu vois. Donc toi, t'as dû prendre conscience de ça beaucoup plus rapidement. Ouais. Bah, en fait, on va dire que depuis tout petit, j'ai été plus mature que tout mon entourage. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout eu le même mode de vie que mon entourage. Parce que j'ai toujours vécu dans un monde de blancs. Ouais. Sauf quand je suis arrivée à Paris, maintenant au lycée, où il y a plein de gens noirs et tout. Mais par exemple, j'ai vécu pratiquement toute ma vie en Espagne. Je voyais ma T'es mère... né là-bas? Non, je suis née à Paris, mais 15 jours plus tard, je suis allée vivre en Espagne. Ok. Jusqu'à mes 7 ans. Après, je suis partie 1 an à Tokyo. J'ai dû partir à cause du tsunami. Et je suis retournée en Espagne pendant 3 ans. Et après, je suis venue en France et j'ai pas bougé. Mais du coup, en Espagne, il y a pratiquement pas de noirs. Les seuls noirs, c'est genre des immigrants qui gagnent leur vie à vendre des lunettes dans des places touristiques à Madrid. Et du coup, je voyais ma mère qui se faisait traiter de négresse. Je voyais mon père qui se faisait cracher dessus par les blancs qui lui disaient comment t'as pu faire des monstres comme ça avec une femme noire. Moi, on me disait retourne en Afrique, va vendre tes lunettes à la place. Enfin, toute ma vie, en fait, on m'a marché dessus par rapport à ma sexualité, ma couleur de peau, ma taille, le fait que je suis bizarre. Et du coup, j'ai très vite appris que le monde n'est pas du tout papillon et bonbon et Ouais. tout ça. Et j'ai dû prendre une maturité très très tôt, on va dire. Ok. Donc ouais. Et pour pas que ça me casse, j'ai toujours exprimé ma haine et ma frustration dans l'art. Comme ça, je deviens pas quelqu'un qui fait du mal aux autres, comme les gens me faisaient du mal à moi. Même si je suis métisse, quand j'étais en Espagne, j'étais considérée comme un noir. Et du coup, quand je suis venue en France, je savais pas trop qu'il y avait beaucoup de métis et qu'il y avait des noirs. J'ai pas que été racisée par les blancs, j'ai été aussi un peu racisée par les noirs parce que ils me faisaient un peu comprendre que je faisais pas partie de leur communauté. Et du coup, c'était dur parce que du coup, je recevais toute la haine que les noirs reçoivent, mais je recevais pas le bon côté d'être noir, c'est-à-dire d'être fier et que les noirs entre nous on s'entraide. Mais maintenant je fais partie de la ballroom et ma house et tout, enfin ils savent que je suis métisse, ils me considèrent comme un noir, ils me considèrent comme un frère, ils se disent pas non lui il est pas au même niveau que nous. Certes j'ai du privilège parce que je suis claire de peau, mais moi je me considère noire parce que une fois que t'es métisse et qu'on voit ton côté noir, tu reçois de la haine par rapport à ça, et du coup t'es traité comme un noir. Enfin pour moi on est en 2020, genre les blancs devraient savoir qu'ils ont du privilège et devrait faire tout pour ne pas prendre avantage de ces privilèges-là que ses ancêtres ont mis en place, en fait. Donc du coup, genre, quand je vois que t'as encore par exemple, quand je vais sur Grindr, et t'as des gens qui mettent no blacks, no Asians, no femmes, des trucs comme ça, qui font des commentaires en mode... moi j'aime pas les noirs, mais je suis pas raciste, c'est juste que je les aime pas. Pour moi, ce genre de commentaires en 2020, c'est extrêmement inapproprié. Ça me frustre beaucoup parce que, dans les films il y a 20 ans, le futur, on s'imaginait des voitures volantes, des ascenseurs qui allaient, je sais pas où, mais on a moins pensé à comment la mentalité des gens allait évoluer. Et j'ai l'impression que oui, la technologie évolue tout le temps, tous les jours, mais les gens ils évoluent pas tellement. Et du coup, je pense que moi, mon boulot en tant que drag queen, en tant que personne racisée, en tant que queer noir, c'est de réveiller ces personnes-là et de leur montrer que ce qu'ils font, c'est pas correct et ils n'ont pas le droit de faire ça et il est jamais trop tard d'arrêter d'être ignorant, en fait. Ou par exemple, dans ma house, on est la house où il y a le plus de blancs dans la ballroom européenne. Enfin non, dans la ballroom parisienne, désolé.
Et, euh, la ballroom de base, c'est pas créé pour les blancs, parce que les blancs pendant les années 80 ne voulaient rien avoir avec les noirs gays. Ouais. Les blancs gays ne voulaient, ils trouvaient les noirs gays trashy, les trans trashy. Et du coup, on a créé une communauté pour nous, on a créé un monde où nous, on pouvait être nous-mêmes et où on n'allait pas être craché dessus parce que on était d'une certaine couleur. On allait être craché dessus parce que peut-être qu'on n'était pas si belle qu'une autre personne noire ou moins intéressant, mais c'était jamais par rapport à notre couleur de peau en fait. Et du coup, dans la ballroom, les blancs ne sont pas vraiment supposés être là parce que la ballroom de base c'est vraiment pour les gens qui sont racisés et qui reçoivent des injustices par rapport à leur sexualité, couleur de peau ou genre. Mais du coup maintenant t'as de plus en plus de blancs qui s'introduisent, mais quand t'es blanc et tu fais partie de la ballroom, t'as le devoir tu n'as pas le droit d'être ignorant et t'as le devoir de éduquer les blancs autour de toi, parce que malheureusement, comme j'ai dit, les blancs ils sont plus à l'écoute des blancs. Donc quand un noir vient et te dit t'as pas le droit de faire du voguing parce que tu fais pas partie de notre communauté et t'es en train de approprier une danse qui était utilisée comme on utilisait cette danse pour montrer notre frustration contre la société qui nous maltraitait, tu vois. Et quand on voit des blancs qui ne font pas partie de la ballroom, qui font même le voguing mal, qui comprennent rien à cette communauté, à ce message, à toute l'histoire qu'il y a derrière, on leur dit non, t'as pas le droit de faire ça. Si c'est un noir, ou même moi, souvent, qui dit ça, ils vont dire ah mais non, mais c'est juste un pas de danse. Et ils nous mettent l'étiquette. Décontextualisent tout de suite l'histoire de ça, de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie en fait. Et ils nous mettent l'étiquette de la personne noire fâchée, quoi. Ouais. Enfin, moi, je sais que dans le monde drag parisien, je suis un peu vue comme la drag queen noire qui se plaint de tout. Ouais, en colère. Ouais, en colère. Et on te le reproche. Ouais, on me le reproche, mais sincèrement, moi, c'est quelque chose que c'est vrai, je suis en colère, parce que ça arrive. Et donc, chaque fois que je vais voir des gens qui font ça, je vais leur dire, tu n'as pas le droit de faire ça, en fait. Il y a encore de l'appropriation culturelle dans le drag à Paris en 2020. Il y a encore des gens qui essaient de faire du voguing en 2020, qui font pas partie de la ballroom. Et tout ça, en fait, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et le problème, c'est que, l'appropriation culturelle, en fait, c'est hyper important aujourd'hui parce que le souci, c'est que, ces personnes-là qui, en fait, n'ont pas à voguer ou qui, en plus, surtout, n'en redonnent pas le crédit aux personnes concernées, surtout ça aussi, et s'approprient les mérites de ça, en fait, ils vont répondre que, mais j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça, et parce qu'en fait, dans les médias et dans tout plein de circonstances, en fait, justement, on ne rappelle pas d'où ça vient, ce que ça veut dire et à qui ça appartient, en fait. Yas, shade, spill de tea, tout ça, c'est des mots de ballroom de base. C'est les gays noirs et les trans noirs qui ont inventé ça. Après, c'est tellement populaire que tout le monde le dit, et évidemment, vous avez le droit de le dire. Mais après, des expressions et un pas de danse qui est utilisé comme une protection et qui est vraiment notre truc à nous, ça n'a rien à voir. Donc moi, je vais pas dire à une drag queen, non, t'as pas le droit de dire yes, t'as pas le droit de dire spill de tea, parce que c'est vraiment ridicule. Mais quand c'est de la danse qu'on a inventée nous, si tu t'y connais pas, ni dans la culture, ni dans les pas de danse, n'ose même pas le faire. On parle de ballroom, est-ce que tu pourrais donner ta définition du ballroom? Oui. C'est Crystal LaBeija, et en fait, Crystal LaBeija faisait des pageants, et elle perdait toujours face à une blanche, alors qu'elle était plus moche ou plus cheap qu'elle. Du coup, elle en avait marre, et elle a dit, tu sais quoi, fuck them, moi je suis beaucoup plus riche, je suis beaucoup plus belle que toutes ces petites putes blanches qui n'ont aucun goût et qui sont pas si belles que moi, donc je vais créer ma propre communauté et mon propre monde où justement ils vont juger ma beauté et mon goût et ma richesse et tout l'argent que j'applique dans mes robes et pas ma couleur de peau. Elle s'est dit, putain, je pourrais être la femme noire la plus belle au monde, je pourrais porter la robe la plus belle au monde, et pendant les années 80, une blanche qui n'est pas du tout
au même niveau que moi, va gagner parce qu'elle est blanche. Du coup, elle a décidé de créer son monde. Et du coup, de base, c'était pour les drag queens et les femmes trans de couleur. Donc, enfin, de couleur. Noir et latino. Après, t'as les gays noirs et latinos qui se sont incrustés. Puis après, les lesbiennes. Et du coup, c'était notre monde à nous. Quand tu pensais à Ballroom pendant les années 80 et tu faisais partie de la communauté gay blanche, c'était péjoratif, la Ballroom. Et du coup, bah, les blancs voulaient pas faire partie de notre monde, et nous, on voulait pas qu'ils fassent partie de notre monde non plus. Parce qu'on l'a créé pour s'éloigner d'eux. Parce qu'ils nous traitaient pas comme on méritait, en fait. Du coup, la Ballroom, c'est un endroit où les gens racisés et qui reçoivent de la haine de la société par rapport à leur sexualité ou genre, qui trouvent une plateforme où ils peuvent être eux-mêmes et montrer leurs valeurs, leurs vraies valeurs. Et après, bah t'as C'est comme toi quand tu m'as dit à 12 ans, je me suis rendu compte de la valeur que j'avais. Exactement. Parce que toute ma vie, on m'a dit, t'es gay et noir, t'es pas à mon niveau. Tu vois? Donc, la Ballroom, en fait, ça a sauvé la vie à beaucoup de jeunes. Enfin, t'avais plein de jeunes noirs qui faisaient leur coming out en tant que trans ou gay à leurs parents. Leurs parents leur jetaient dehors. Ils avaient genre 12 ans, 13, 14, 15. Et ils partaient à New York et ils dormaient dans la rue. Ils bouffaient à peine. La majorité se prostituait. Et du coup, bah, t'as des houses qui se sont créés. T'avais une mother. Et la mother, elle habitait avec tous ses kids dans la maison. Et du coup, bah, la mother leur payait la bouffe, leur payait toutes les affaires de cours, tout. Du coup, faut vraiment prendre le temps de s'éduquer, en fait. Du coup, on en a parlé un peu, tu fais partie d'une house. La House of la Durée, la première house française. Et je les aime à mort. Là, ça va bientôt faire 1 an que je les connais. Et ils m'ont changé ma vie, sincèrement. Et Tu es rentré comment dedans? alors ma mother, Matthews, on se connaît d'Instagram et il kiffait mon boulot depuis longtemps et on se parlait sur message privé depuis quelques mois et un jour il m'a dit viens à un training la durée. Je suis venu, je me suis hyper bien entendu avec tout le monde. Mais ce que j'aime bien dans ma house, c'est que on est tous des divas, on a tous énormément de talent. On a une carrière, c'est-à-dire moi je suis influenceur, je suis plutôt connu dans la communauté. Richie, il est mannequin dans le show dans le freak show de Jean-Paul Gaultier. Shailey, elle a fait Just Dance, elle a fait Danse avec les stars. Matthews, il est appelé mondialement, il a son documentaire pour Vice. Moi, je suis pas humble, moi je suis sincère. C'est-à-dire que je sais que je suis une très bonne drag queen, mais quand je fais un truc mal dans mon drag, je le sais et je vais essayer de le changer. Quand je fais un truc bien, je le sais et je vais être content et fier de moi. Donc, pour moi, le truc de humble, c'est du bullshit, faut l'effacer. Pour moi, tant que tu ne te sens pas supérieur aux autres et tu te rends compte quand tu fais bien les choses et quand tu les fais mal et quand tu fais mal, t'essaies de les changer, t'es dans le bon chemin. Est-ce que tu pourrais un peu raconter comment ça se passe, qu'est-ce que vous organisez, comment vous vous retrouvez? Donc, t'as des balls. Ce que ça représente aussi. Ouais, t'as des balls. C'est rare que t'arrives à les trouver si t'es pas de la ballroom. Et du coup, chaque dimanche, on a un training où on s'entraîne pour faire toutes les catégories que les gens de la house font. Donc, t'as voguing, t'as face, runway. Et du coup, bah, on se voit chaque semaine. Des fois aussi, bah, on sort faire ce qu'on veut, aller à un restaurant, des choses comme ça. Et du coup, on se prépare pour des balls. Et du coup, bah, au ball, on walk des catégories, tout ça. Et en fait, y a plus la facette de... On vit avec notre mother qui nous donne à manger, tout ça. Parce que ça existe pratiquement plus, ça. Mais maintenant, en fait, une house, c'est plutôt un groupe d'amis, en fait. On est une famille, genre, tu vois. Donc, oui, il y a vraiment encore l'esprit de famille mm-hmm. et de gens qui s'entraident. Mm-hmm. Clairement. Richie, il a fait des études de mode. Michel aussi. Moi, je vais faire des études de mode. On est 3 personnes dans la house qui savent coudre. Donc, on s'entraide. Johan et moi, on s'est maquillés. Richie aussi. Du coup, on se maquille pour les balls. On maquille tout le monde s'ils en ont besoin. Enfin, on s'entraide. On n'est jamais égoïste. On partage tout. Il n'y a jamais de jalousie. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans cette house parce que toutes les houses sont pas comme ça.
Merci d'avoir écouté Flamboyante, c'était Arthur. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. On a tous les réseaux Flamboyantes, on est on fire. Je te dis à très très vite puisque nous sommes diffusés un jeudi sur 2. Et Mauvaise Tête à la prod, of course, vraiment le sang.